Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, saccage au lycée de Yoff, 5 autres élèves en garde à vue, sanctions jugées trop sévères pour ces écoliers casseurs selon leurs camarades qui estiment néanmoins que leurs actes sont déplorables et inciviques. Reportage à suivre dans ce journal. À quelques jours de la fête de Tabaski, si certains consommateurs à Dakar se plaignent de la hausse du prix du sac d'oignons à Niayam, une localité de la région de Louga, les paysans peinent à écouler leur production d'oignons. Le mauvais état des routes et l'enclavement de la zone sont décriés par les producteurs. L'État est interpellé pour des solutions concrètes. Reportage à suivre tout à l'heure. Bus rapide transit, l'hivernage pourrait impacter les travaux en cours. C'est le directeur exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, qui en a fait l'annonce. Il prenait part à la rencontre d'informations sur la semaine de la mobilité durable et du climat prévue au mois d'octobre prochain. Le Sénégal prévoit d'ailleurs de décliner sa feuille de route sur comment intégrer la question climat en matière de mobilité urbaine. À suivre les précisions dans ce journal. Et enfin, la rubrique Réussir au Sénégal de ce soir s'intéressera à cet Allemand, une initiative de lavage de chaussures mise sur pied par 2 étudiants de l'UCAD, un business qui permet à ces jeunes pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'arrondir leur fin du mois assez difficile pour eux. Rubrique à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Une fois de plus, des élèves ont saccagé leur salle de classe pour marquer leur départ en grandes vacances, des actes que déplorent leurs camarades élèves. Pour ces derniers, c'est inconcevable que des apprenants se comportent ainsi. Ils trouvent néanmoins les sanctions un peu trop sévères, tout sauf la prison, disent-ils dans ce reportage signé Aïssa Toukan. L'histoire se répète, des élèves frondeurs démontent et vandalisent leur salle de classe. Memouna, élève en classe de première, sermonne et estime que rien ne justifie ces actes. C'est vrai, certains élèves n'aiment pas l'école, mais ce n'est pas un droit de saccager, ce n'est pas tout un droit de saccager ce qui peut servir à d'autres l'année prochaine. Parce que minimum, l'école a fait des investissements. Même si ce n'est pas une école privée, l'État a fait un investissement. Ça peut servir à nos petits frères, à nos petites sœurs pour l'année prochaine. Inconscience et indiscipline sont malheureusement ce qui anime ces jeunes, considèrent cet élève en classe de 3e. Inconscients, je pense qu'ils sont inconscients. Je pense juste que ça. Et de l'impolitesse aussi. À vrai dire, tout le monde est content pour les fermetures des écoles, mais aussi ce n'est pas une raison pour casser les tables bancs et tout. Je pense que ça en est trop, franchement. En plus, étant élève, on doit avoir un esprit plus développé, mais pas un esprit bas. Malgré tout, l'erreur est humaine aux yeux de ces jeunes qui pensent tout de même que la case prison est trop sévère. Mettre un enfant en prison, vraiment, parce que tout ce qu'on dit sur les prisons du Sénégal, je ne souhaite pas qu'un de mes camarades ou un de mes amis soit mis dans ces conditions. Ça peut même le déstabiliser jusqu'à ce que même l'enfant ne veuille plus aller à l'école. Ça peut même faire des choses sur son état psychologique. Pour ces élèves, les autorités devraient trouver d'autres moyens de punir les fautifs. Pour moi, la sanction, ils pouvaient faire une convocation ou bien une exclusion temporaire de quelques mois ou une année. Je pense qu'ils peuvent employer notre terme, mais prison, franchement, ça en est trop. Diminuer leurs notes, par exemple, ou bien leurs parents, les éduquer. Il y a d'autres moyens, franchement. Ces élèves risquent la prison, des sanctions qui semblent être de portée dissuasive afin que plus jamais de tels actes ne se reproduisent.
Des élèves qui demandent donc la clémence pour leurs camarades qui ont fait des saccages de leur salle de classe au lycée Ousmane Sembène de Yoff. Du nouveau dans cette affaire, 5 autres élèves en garde à vue après le premier élève interpellé, Ousmane Djei. Dans cette affaire, 5 autres élèves de la 4e C du lycée de Yoff ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de la Foire. À Yoff, Ngaparou, sur les pas du principal auteur du saccage au lycée Ousmane Sembène, les voisins de Ousmane Djei, très sensibles à sa situation. Certains d'entre eux avouent ne pas cautionner ces actes, évoquent sa fougue de jeunesse. Ils implorent néanmoins la clémence des autorités de l'éducation nationale pour lui permettre de rentrer chez lui bientôt. C'est un reportage signé Mamadou Sy. Yoff Ngaparou, quartier du jeune Ousmane Djei. Tout le monde est au courant des faits. Matarn habite dans la zone. Il connaît bien l'auteur du saccage d'une classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff. Il reconnaît que ce dernier a commis une faute, mais estime que sa jeunesse a pris le dessus. Maintenant, trop, parce que Yoff. Honnêtement, cette situation est difficile. Il n'est pas de ce genre à commettre une faute. Nous le reconnaissons, un bien public ne doit pas être saccagé. C'est l'esprit de la jeunesse qui l'a poussé à commettre cet acte. Astou Sarbeng est une amie de la famille de Ousmane Djei. Elle habite non loin de son domicile. D'après elle, l'élève en question n'est pas celui que l'on décrit dans les médias. Nous sommes très tristes pour lui. Sa maman est une bonne personne. C'est un bon garçon qui a l'habitude d'aller à l'école et de rentrer tranquillement chez lui. Il est juste jeune. Je le connais très bien. Je suis un ami de la famille. Une erreur de jeunesse, rien d'autre. Matar et Astumbeng demandent la clémence pour le jeune Ousmane Djei. Ses parents sont traumatisés et fatigués et nous demandons aux autorités de le pardonner. Nous savons que c'est difficile. Nous demandons pardon, nous sollicitons la clémence pour lui afin qu'il puisse rentrer. À Yoff Ngaparou, les habitants s'expriment difficilement sur la question. Ces derniers sont surpris par les faits vu le profil du jeune élève. Tous souhaitent pour l'heure qu'on lui pardonne et le remette en liberté. L'actualité, c'est aussi ce mouvement d'humeur des travailleurs du centre de traitement épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor. Ils réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire et de motivation au directeur de l'hôpital qu'ils accusent de détournement d'objectifs. Ils donnent 48 heures à la direction pour régler cette situation. En attendant, le directeur de l'hôpital, lui, rejette toutes ces accusations. Les précisions avec Hassan Ba. Le collectif des travailleurs du centre de traitement épidémiologique de l'hôpital régional de Ziguinchor continue toujours son bras de fer contre la direction pour le paiement des retards de salaire et des motivations du personnel soignant. Les anciens médecins, infirmiers, hygiénistes et techniciens de surface contractuelle du CTE étalent ce qu'ils qualifient de situation délicate qu'ils supportent depuis le 14 octobre 2021. Nous vivons encore une situation très éprouvante du fait d'un retard de salaire de 7 mois. Pour les infirmiers et techniciens de surface, 4 mois pour les médecins et de motivation 2 mois pour l'ensemble du personnel qui a participé à la prise en charge des malades Covid-19 à Ziguinchor. Pour entrer dans leur fonds, le collectif donne un ultimatum de 48 heures au directeur de l'hôpital régional qu'il accuse de détournement d'objectifs. Au-delà de cette période, nous prévoyons de faire un sitting tous les jours devant le bureau du directeur de l'hôpital régional, M. Ndiame Diop, tout en prenant pour témoin l'opinion publique. Je voudrais aussi rappeler, au sortir de notre rencontre avec le directeur hier dans son bureau, il nous a avoué qu'il a bel et bien reçu un montant de 50 millions de la part du ministère de la Santé pour le règlement de nos salaires et motivations. Malheureusement, et contrairement aux objectifs du ministère, il a pris cet argent et il en a dépensé pour la réparation du scanner. Cité dans cette affaire, le directeur de l'hôpital régional se lave à grande eau et apporte des précisions sur la somme avancée par le collectif. Chaque fois que je recevais de l'argent, j'appelais
le responsable du CTE, qui est le professeur Manga, le professeur Diata et l'ensemble des parties prenantes. Ils avaient eux-mêmes 2 responsables, le docteur Diop et il y avait quelqu'un d'autre. On discutait ensemble pour trouver une solution. Et tout l'argent que j'ai reçu, tout le monde l'a su et nous l'avons distribué aux agents. Maintenant, ils sont restés pendant 2 mois avant la fermeture du CTE et que l'État ne m'a pas versé de l'argent. Je n'utilise pas le budget de l'hôpital pour payer quiconque. C'est l'État qui me verse et je verse à ces agents. Je n'ai reçu aucun sou. Il paraît que certains ont parlé de 50 millions. Je n'ai pas reçu de 50 millions. Et d'ailleurs, par rapport au scanner qu'il parle, quand le scanner est tombé en panne, il a fallu que je sorte, même si l'État m'avait promis de prendre ça en charge, 10 millions de la caisse de l'hôpital pour pouvoir réparer le scanner. Avec la position de chacune des 2 parties, la cohabitation risque d'être compliquée au niveau de l'hôpital dans les prochains jours. Administration publique Alioune Badara Mbengue prend les destinées de l'exécutif régional de Thiès. Il remplace à ce poste Mohamed Moustapha Ndao, promu directeur de l'administration générale et du territoire. La passation de pouvoir a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Isidore Alexandre Sen, pour le compte-rendu. Monsieur Alioune Badara Mbengue, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installé dans vos fonctions de gouverneur de la région de Thiès. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique installe un homme du sérail dans ses nouvelles fonctions, du ministère des collectivités locales à l'intérieur, en passant par les conseils régionaux, sous-préfecture, préfecture, avant de devenir gouverneur. Alioune Badara Mbengue a gravi plusieurs échelons dans l'administration territoriale. Adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé du développement. Ensuite, des affaires administratives. Adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargé des affaires administratives de 2001 à 2002. Entre le gouverneur entrant et le sortant, ces 2 destins croisés. Les 2 communes de l'État ont moult fois partagé le même espace territorial. Non seulement on était des voisins, chaque jour on partageait le même repas. Les 3 mots, comme on a l'habitude de dire, à l'université. J'ai été nommé adjoint au gouverneur de Kolda, chargé du développement. Là aussi, je l'ai trouvé là-bas et je l'ai remplacé à ce poste pour lui permettre. Donc, lui, il a été nommé adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives. Du centre du pays à Kaolack, Alioune Badara Mbengue atterrit au centre-ouest du Sénégal. Thiès, futur hub économique, le nouveau gouverneur mesure bien la tâche. Région qui occupe une place de choix dans le développement du Sénégal, plus précisément dans ce que le chef de l'État attend. Le gouverneur de Thiès en 2019, Mohamed Moustapha Ndao, est promu directeur de l'administration générale et du territoire. Le Haut Conseil du dialogue social tient sa 27e session plénière. Au cœur des travaux figure la réactualisation de cette structure. Il s'agit de travailler à l'adaptation des nouveaux défis du monde du travail et aux exigences de l'heure. Les précisions d'Innocence Tapndiaye, présidente du HCDS, au micro d'Isidore Alexandre Sen. Nous avons estimé qu'après 20 ans, la Charte nationale sur le dialogue social méritait d'être revue, corrigée et adaptée au nouveaux défis du monde du travail. C'est ce qui a fait que nous avons choisi ce thème avec tous les conseillers. Donc, l'objectif premier, c'est de faire en sorte que ce texte fondamental qui, entre les mandats tripartites, a été signé en 2002, puisse être vu sous l'angle des nouveaux défis, en tout cas, qui sont là et auxquels tous les mandats tripartites font face. Sur les lieux de travail, entre les relations professionnelles, les employeurs, les travailleurs, le gouvernement, tiennent cette session autour de ce thème et sera partagée plus largement avec tous les acteurs, puisque à l'issue de nos travaux, nous allons produire un rapport qui leur sera soumis pour avis. Eux-mêmes, entre eux, pourront faire une concertation avant que nous puissions nous retrouver pour une validation des nouvelles dispositions qui doivent être contenues dans la charte réactualisée sur le dialogue social.
Je vous le disais dans les titres, les travaux du bus rapide transit vont connaître forcément des désagréments à cause de l'hivernage. L'annonce est du directeur exécutif des transports urbains de Dakar et c'était lors de la rencontre d'information du comité d'orientation stratégique pour la semaine de la mobilité durable et du climat. Écoutons les précisions de Khadim Diop, président du CETUD, au micro de Mamseyna Boubabou. Donc, vous savez, les enjeux sont importants. Le contexte, c'est la mise en place de différentes infrastructures de la part du gouvernement du Sénégal, sous l'égide du président Macky Sall. Vous savez, il y a le TER, il y a le BRT qui est en train d'être finalisé, disons, dans un an. C'est le lieu pour moi ici aussi de faire un appel important pour ce qui concerne le BRT. Il y aura certainement des désagréments pendant l'hivernage qui va venir, mais n'oublions pas aussi que le BRT apporte un linéaire important. Et donc les désagréments seront importants, mais il faut compter donc balancer entre le bénéfice et justement le coût à payer pour arriver à ce résultat-là. Donc le contexte, c'est ça. Mais les enjeux sont multiples. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, comme je disais tout à l'heure, de mobilité urbaine sans prendre en compte l'aspect climat, sans prendre en compte l'aspect développement durable. C'est en cela donc que ce partenariat trouve tout son sens. Mais juste dire que la semaine qui se dessine devra consacrer des moments importants d'échange avec une participation en termes de nombre et de qualité extrêmement importante. Et à la sortie de cette semaine, justement, une déclaration qui sera une sorte de feuille de route qui aura tout son sens et qui aura aussi l'appui institutionnel, qui aura aussi la volonté politique nécessaire, qui va appuyer pour que justement cette feuille de route-là soit déroulée pour qu'on arrive au résultat escompté qui est un développement de la mobilité urbaine, mais avec la prise en compte de l'aspect développement durable. Les producteurs d'oignons de Niayam, c'est une localité de la région de Louga, sont confrontés à d'énormes difficultés. L'absence de marché d'écoulement des productions, l'état chaotique des routes et l'enclavement de la zone constituent des obstacles au développement de la production horticole de cette localité. L'État est interpellé pour des solutions durables. C'est un reportage signé Sekou Diallo. 3 km de marche en quittant Potou, nous sommes à Niayam. Ici, les cultures d'oignons campent le décor. C'est la principale activité chez les populations. Ces dernières années, les rendements commencent à baisser. Auparavant, les récoltes étaient bonnes. On pouvait gagner jusqu'à 800 sacs par hectare. Maintenant, c'est difficile de trouver 600 sacs hectares. Nous récoltons par hectare entre 300 et 400 sacs. Cette année, j'ai commencé à vendre avec 110 francs le kilogramme. Et le commerçant qui devait acheter ma production avait finalement désisté. Et en fin de compte, j'ai vendu le kilogramme à 75 francs et c'était à tout bas. Nous avons perdu beaucoup de tonnes d'oignons et je ne peux même pas estimer la quantité. Pour même payer les employés, ces producteurs sont obligés de contracter des dettes. C'est difficile de trouver de quoi payer les employés. Nous sommes obligés parfois de les payer sans espérer de trouver de bénéfices. Ou aller à la banque pour trouver de l'argent pour pouvoir les payer. Depuis 3 ans dans cette zone, il est difficile de voir un producteur qui gagne convenablement sa vie à travers le maraîchage. Au-delà des prix faibles du kilogramme d'oignons, des magasins de stockage sont quasiment inexistants dans la zone. La seule solution à leur problème, c'est l'appui de l'État. état mën na ci jàpp ma ne comme que li ñuy béy këjitul ci Sénégal nanu état wuutal marché bitim réew ci réew yoo xam ne béy ñu soble ñu yóbbu foofu suñu soble bi. Le tronçon Potou-Niayam est défectueux, ce qui cause d'énormes difficultés pour l'évacuation des produits agricoles, mais aussi l'accès aux structures de santé, car le village ne dispose qu'une seule case de santé qui n'est même pas fonctionnelle. Et à l'occasion de la fête de Tabaski, Sorna Aïda Diallo a reçu des béliers de la part de ses condisciples ce lundi en signe de renouvellement de leur allégeance. Des centaines de moutons ont été réceptionnés par cette dernière qui a formulé des prières et remerciements pour eux. Serine Saliou Samb, l'un des porte-paroles que je vous propose d'écouter au micro de Muntaga Khan.
L'ensemble des talibés a la volonté d'amener un pilier à Sokhna Aïda Saliou pour démontrer son attachement et son allégeance à Sokhna Aïda Saliou, pour lui démontrer son attachement et son allégeance. Les talibés ne font que commencer. Chaque talibé est déterminé à remettre à Sokhna Aïda Saliou le plus beau bélier. Comme vous le voyez, la maison est presque pleine de moutons, alors que les choses ne font que commencer. Ces dons de moutons n'ont jamais atteint cette ampleur. On n'a jamais compté un aussi important troupeau de moutons à ce stade où les choses ne font que démarrer. Sokhna Aïda remercie l'ensemble des talibés, sans exclusion. Elle remercie aussi Sokhna Batour Saliou et Sokhna Adja Saliou et l'ensemble de leurs talibés. Elle s'est dite très ravie de ce geste. Nous, les talibés, nous aurions souhaité faire beaucoup plus que ce que nous lui avons présenté. Nous savons que notre geste est infime au regard de la grandeur de nos rapports avec elle. Elle remercie aussi ses propres talibés, notamment ceux de Darussalam, ceux qui sont au Sénégal et au niveau de la diaspora. Et cette actualité sportive, CAN féminine, les Lions qualifiées pour les quarts de finale, 2 matchs et 2 victoires avec 3 buts marqués, aucun encaissé. C'est le bilan des 2 premiers matchs du Sénégal à la CAN féminine. Après avoir battu l'Ouganda 2-0, les Lions viennent d'enchaîner avec le Burkina Faso ce mardi grâce à un but sur penalty de Korkafal. Vendredi prochain, les Lions vont donc affronter le Maroc, pays organisateur, pour le 3e match de poule. Dans Réussir au Sénégal ce soir, Setalma, c'est un service de lavage de chaussures entrepris par 2 étudiants. Initiative motivée par les difficultés ou plutôt les difficiles conditions de vie, mais surtout leurs besoins d'indépendance financière. Leur co-pensionnaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar salue l'esprit entrepreneurial de leurs camarades. Setalma ou comment allier études et entrepreneuriat, c'est le sujet de notre rubrique Réussir au Sénégal, signé Aïssa Toukane. 2 ans de vie en colocation à l'université Cheikh Anta Diop, colocataires mais aussi collaborateurs, Abdoulaye Sakho et Pape Momagnan partagent un même projet de vie. Ces 2 étudiants, respectivement originaires de Ziguinchor et de Fatick, ont créé Setalma, un service de lavage de chaussures avec seulement 2000 francs en poche. Setalma, on a commencé avec 2000 francs. Et les 2000 francs, c'est mon collaborateur, Papa Momar. On est assis, j'ai dit, Papa Momar, t'as combien? Il m'a dit, j'ai 2000 francs, j'ai dit, avec, on va acheter les trucs. Je pense 2 brosses du savon en poudre à 200 francs, on a commencé. Le premier jour, on était passé dans les pavillons, on n'avait vu que 5 paires. 5 paires de saucisses avec 2500. 2500, on a épargné les 2000, les 500, on a partagé, on a pris pour le dîner. Créés depuis plus d'1 mois, ces étudiants en sciences économiques et de gestion ont trouvé nécessaire d'entreprendre à cause des difficiles conditions estudiantines. Au-delà des conditions estudiantines aussi, il y a cet esprit d'entrepreneuriat que la faculté des sciences économiques nous inculque. On a un professeur du nom de M. Dankoko qui nous suggérait toujours les jeunes, il faut créer l'emploi, il ne faut pas aller chercher l'emploi. Mais avec cet esprit d'entrepreneuriat et combiné aussi avec les difficultés de l'Université Cheikh Anta Diop, on a jugé nécessaire de créer cet emploi. Derrière ce sourire se cache une fierté. Travailler et étudier en même temps requiert une organisation particulière, raison pour laquelle ils ont mis en place une stratégie. On s'est organisé depuis le début parce qu'on a essayé de réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire pour que ça n'impacte pas nos études. On a trouvé une stratégie qui est de récupérer les chaussures pendant le soir et de se lever tôt le matin, de les laver. Après de les chercher le soir, encore on livre et on récupère. Du coup, cela va nous permettre d'aller en cours, de réviser nos TD, en même temps le soir aussi d'aller réviser la nuit. Comme ça, ça ne va rien impacter. Pour le clientèle de l'extérieur, c'est la même chose. On essaye de s'organiser pendant le soir, récupérer le maximum qu'on peut. On récupère, après on les lave le soir, on libère.
500 francs suffisent pour un étudiant à se faire laver une paire de chaussures. Loin d'être un projet restreint, Pape Momar et Abdoulaye ont une clientèle à l'extérieur. Bon, pour les tarifs de cet allemand, au sein du campus social, on les a fixés à 500 francs par paire. Mais si c'est hors du campus, on essaye de voir le transport, on y inclut le transport et tout. À l'extérieur, ça dépend, ça peut être 1000 francs. Des fois, quand vous êtes au niveau de point E, on laisse à 500, on va aller chercher ça. Ça dépend de distance. Chaque jour, on peut avoir une vingtaine de chaussures. Une vingtaine, hier, on avait 24 chaussures. Aujourd'hui, on a 23 chaussures. Donc, cela prouve que cet allemand, c'est un service qui est très, très rentable. Propulser cet allemand, l'élargir et l'agrandir est le souhait de ces jeunes. Ils épargnent leurs bénéfices pour pouvoir réaliser leurs projets à long terme. Pourquoi pas, on essaie de chercher un certain magasin bien équipé à proximité de l'université, des matériaux bien équipés aussi, et on va essayer de chercher aussi des investissements qu'on va mettre en place pour élargir cet allemand. On essaie d'élargir cet allemand, pourquoi pas d'aller avec les usines de transformation, les usines mécaniques, essayer de leur proposer une société de lavage de tenues de travail, de chaussures de travail et tout, pourquoi pas. Cet allemand prouve cela jusqu'à ce point-là. Être étudiant et se mouvoir dans l'entrepreneuriat est bien possible et ce service de lavage de chaussures en est une preuve concrète. Avoir un projet, c'est pas attendre de l'argent. Moi, ma conviction, c'est que c'est le projet qui fait l'argent, non le contraire. L'argent ne fait jamais le projet. Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'ITV.